le titre, c'est la culpabilité, l'émotion qui tue, parce qu'en fait, c'est une émotion très très perturbante. Bien que dans la littérature, on vous rappelle tout le temps que la culpabilité, c'est une émotion nécessaire pour qu'on puisse discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Normalement, si on fait quelque chose de mal, on va se sentir coupable. Et donc, on ne le recommencera pas. La culpabilité, c'est la définition de ce sentiment, c'est ça. C'est-à-dire que, normalement, ça nous éveille notre conscience à aller plutôt vers le bien plutôt que vers le mal. Bon. Sauf que, vous savez déjà, en écoutant la télévision ou en regardant les médias, vous savez qu'il y a plein de faits divers qui vous montrent que il y a toujours des crimes et des atrocités qui sont commises, et ça fait des milliers d'années que ça dure, et la culpabilité n'a pas changé ça. N'a pas fait que ça s'arrête, par exemple. Et à l'inverse, il y a plein de personnes qui n'ont pas commis d'actes répréhensibles, à tout point de vue, et qui se sentent quand même coupables. Donc, c'est un sentiment qui est un peu bizarre, puisqu'il va toucher des gens qui ne le méritent pas, entre guillemets, et puis d'un autre côté, des gens qui mériteraient de se sentir coupables. On va constater dans les procès d'assises, par exemple, que ces gens-là n'ont pas de conscience de culpabilité. Donc, bien sûr, ils peuvent commettre des actes violents, terribles, contre d'autres personnes sans se sentir coupables. Ce qui explique les serial killers et tous les faits divers de Hollywood. Après, c'est repris par Hollywood parce que ça se vend bien, ces trucs. Alors, juste pour dire que la culpabilité, en fait, il y a deux façons. Comme c'est une énergie, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est une énergie qui va avoir tendance à nous faire descendre. C'est-à-dire quand on se sent coupable, c'est une énergie qui fait baisser la tête. Et comme la honte, on a plutôt tendance à vouloir se cacher et se mettre sous terre. Hein, c'est les descriptions que font les gens en thérapie, c'est souvent ça, ils voudraient disparaître sous terre. Et donc c'est une énergie qui descend comme ça. Et donc, contrairement à la joie, qui va être une énergie qui rayonne, quand on explose de joie, on dit, c'est-à-dire on est rayonnant, on est comme un soleil. L'énergie de la culpabilité est une énergie un peu plombante et un peu lourde. Donc en fait, on va avoir, nous autres, deux stratégies pour gérer cette émotion, qui est assez insupportable, quelque chose de lourd, c'est assez pesant, donc insupportable, ça entraîne de la déprime et tout ça. Hein. On va soit, la première stratégie la plus simple, c'est se débarrasser de la culpabilité en la projetant sur l'extérieur. Donc le premier mécanisme, qu'on appelle un mécanisme masculin yang, ça va être de projeter la culpabilité sur les autres, et donc on va devenir un accusateur en disant le coupable, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Par exemple, là, j'avais le coupable idéal, il était parti, il n'était pas là, c'était la personne qui a mis en marche tout à l'heure. Si ça ne marche plus maintenant, c'est de sa faute, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est où? Parce qu'à ce moment-là, en accusant l'autre, moi je suis innocent et tranquille, puisque le coupable a été désigné. Vous verrez que dans les mécanismes de la société, actuellement, on cherche toujours un coupable. On se moque d'avoir des responsables, on cherche des coupables. Dès qu'il y a un fait divers avec un événement, on va chercher des coupables. Si par exemple il y a une marée gigantesque qui arrive en même temps qu'une tempête sur la côte, et que des lotissements sont inondés, c'est arrivé en France il n'y a pas tellement longtemps, eh bien les médias vont d'abord faire des scènes de catastrophe, hein, ils vont filmer ça pour montrer dans quel état de désarroi sont les gens, etc. Ça fait vendre, parce que ça, oh là là, les pauvres, tout ça. Et dans un deuxième temps, tout de suite, on va chercher des coupables, parce que là, ça fait vendre une deuxième fois, en disant, on a trouvé des victimes, c'est les gens qui ont été inondés, et maintenant, il nous faut des coupables. C'est la faute à qui? C'est pas la faute à la tempête, parce qu'on ne peut pas l'accuser. C'est un événement naturel, c'est pas la faute aux grandes marées, c'est la faute à, qui a permis de construire les lotissements ici. Et on va accuser les promoteurs, les responsables politiques, etc. Donc on va essayer, dans les deux cas, dans tous les cas, en fait, on va toujours chercher à avoir des victimes et des coupables, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne.
Seulement, vous êtes bien d'accord que les victimes, ça les arrange, ça leur sert à rien, sauf plutôt que tu as grappillé quelques euros, et encore c'est pas sûr, parce qu'en justice, ça va être difficile de prouver qu'il y a une culpabilité, et ça va nous satisfaire surtout d'un point de vue moral, d'un point de vue de dire, ah bien, il y a eu des gens qui étaient innocents, et il y a bien eu des gens qui étaient coupables, c'est-à-dire il y a bien la notion de gentil et de méchant. Ça va être toujours ça la culpabilité. Donc on va chercher à projeter notre culpabilité sur l'extérieur pour se sentir innocent. Si on ne peut pas faire ça, il reste un autre mécanisme, qui est le mécanisme yin. On prend la culpabilité sur soi, je suis coupable, et à ce moment-là, pour racheter sa culpabilité, on le sait depuis la nuit des temps, il faut payer. Donc je vous rappelle que dans la tradition, on allait voir un prêtre, on allait se confesser, on lui avouait toutes nos fautes, il nous donnait un certain nombre de choses à faire, notamment des récitations de prières, des choses comme ça, et après on était pardonné, c'est-à-dire qu'on avait payé notre dette. Il y a aussi, dans la tradition chrétienne, vous savez, des riches qui s'achetaient leur paradis de l'autre côté avec des monnaies sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire, ça existe encore, je crois. J'ai lu un article récemment où je crois qu'il y a encore des gens qui vont au Vatican pour acheter, pour payer leur... bon, je ne sais pas quel ticket on leur donne, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Bref, il n'empêche que ça fonctionne comme ça. Donc, le mécanisme yin, qui va plutôt vers l'intérieur, va prendre la culpabilité sur soi, et en contrepartie, on va monnayer cette culpabilité par un paiement, et tant qu'on n'a pas payé, on va se sentir coupable. Dès qu'on va avoir payé, on ne se sentira plus coupable. Le seul problème, c'est de savoir à quel moment on décide de ne plus être coupable. Ça, c'est délicat. Si nous sommes dans des cas d'actes, par exemple, on a commis un acte et on a vu que cet acte a entraîné un préjudice pour quelqu'un, on peut assez facilement évaluer la dette à payer et pour ne plus se sentir coupable. D'abord, on peut aller voir la personne en question et se mettre d'accord avec elle, mettre les choses à plat en disant j'ai causé tel préjudice et donc je répare ce préjudice. Mais ça, c'est de la responsabilité, c'est pas de la culpabilité. Ça, c'est un sentiment qui n'est pas plombant, c'est-à-dire je prends conscience que j'ai fait du tort, je règle mes dettes et on n'en parle plus. Ça, c'est de la responsabilité. Mais le problème, c'est quand on se sent coupable de quelque chose qui, en l'apparence, n'est pas un acte répréhensible. Par exemple, je suis une mère et je mets au monde un enfant et cet enfant a une maladie génétique. Ça va déclencher énormément de culpabilité chez la mère. Pourquoi ? Parce qu'elle estime, à tort, qu'elle est responsable de l'état de son enfant. Comme si elle était la toute puissante et qu'elle peut décider de faire un enfant normal ou un enfant malade. Si elle a fait un enfant malade, elle est coupable. Coupable de quoi ? Rationnellement, on va dire, mais elle n'y peut rien. Elle n'a pas l'intention de faire un enfant mal formé, par exemple. Pourquoi elle se sentirait coupable ? Pourtant, dans les faits, elle va se sentir coupable. Et comment elle va payer ça ? Comment elle va payer ça ? En fait, si par exemple une femme met au monde un enfant handicapé, on a vu des cas comme ça, elle va payer toute sa vie. Son paiement, ça va être de se sacrifier toute sa vie pour son enfant handicapé, et elle va payer ainsi sa faute. Sauf que dans un cas comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de faute, et qu'elle paye pour rien. Donc au lieu d'avoir, je vais être assez rationnel, au lieu d'avoir une personne malheureuse sur Terre, c'est-à-dire la personne handicapée, vous en avez deux maintenant. Et puis l'entourage, parce que le mari, il ne va pas être très bien, et les autres enfants non plus. Donc de une personne qui est malheureuse, on va en avoir d'un seul coup 5 ou 6 qui vont avoir une vie malheureuse. Est-ce que ça rachète les fautes de quoi que ce soit ? Est-ce que ça change l'état de l'handicapé ? Non. Donc moi je pose la question, pourquoi ce mécanisme devient-il aussi pervers, ce mécanisme de la culpabilité, puisqu'à un moment, on voit qu'il pousse les gens à s'auto-flageller, à se faire payer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alors, la psychanalyse s'était penchée aussi là-dessus, parce que Freud avait vu des cas comme ça, et il avait dit c'est une sorte de masochisme.
En gros, il avait dit c'est une sorte de masochisme, il n'a pas compris vraiment ce mécanisme. Après, la psychologie moderne, comme la Gestalt, ils vont mettre beaucoup l'accent sur le fait que dans ces mécanismes-là, on va voir la notion de séparation apparaître, parce que les psychologues se sont rendus compte que toute culpabilité naissait, que beaucoup de culpabilité allait naître des situations de séparation, et notamment tout ce qui est lié avec la mère, justement. Donc la séparation du ventre de la mère, la séparation du sein, quand il y a le sevrage, la séparation sexuée avec l'Oedipe déclenche beaucoup de culpabilité, et puis, etc. On s'est rendu compte, les deuils, bien sûr, quand quelqu'un va mourir, quelqu'un de proche va mourir, ça fait beaucoup de culpabilité pour les survivants, et donc on va se rendre compte, petit à petit, qu'il y a une notion de séparation. Et quand on prend l'analyse de l'énergétique, à ce moment-là on change de domaine, on va dans le domaine médical et plus dans le domaine purement psy. Dans le domaine médical, médecine chinoise, on va se rendre compte que la culpabilité est une émotion liée au poumon qui tombe comme ça. Et on l'appelle le métal. Ça fait schlaf, ça sépare les choses en deux. Et donc le métal, cette émotion qui est liée au poumon, en Occident on dit l'air, va couper les choses, les séparer. L'air, ça coupe la peau. Vous sentez, quand vous avez du vent froid, ça coupe, ça cisaille l'air. Ça coupe les arbres. Les tempêtes vont couper les arbres à mi-hauteur. Vous avez déjà vu ça? Ça arrive même à couper des poteaux électriques en fer. L'air. On ne pense pas que ça coupe. Ah, si, ça coupe. Et donc, l'énergétique chinoise va décrire cette énergie comme une énergie qui tombe comme ça, qui est liée au poumon, et qui va être l'énergie qui va faire descendre l'âme dans la partie la plus terrestre du corps. C'est-à-dire, ça va prendre l'âme qui est là-haut, qui plane. Vous savez que ça plane, l'âme. Elle est immatérielle, et ça la fait descendre dans la matière. Donc, c'est une énergie qui va nous plomber et nous faire sentir en prison dans le corps. Et bien sûr, on ne peut plus en partir. Vous l'avez remarqué. Et les gens qui essayent de s'évader, ils n'y arrivent pas. Ils se réveillent tous les matins, ils ont toujours le même corps et ça recommence. Parce que tant que l'âme, elle n'a pas envie de partir, elle ne part pas et elle reste dans le corps. C'est du bon sens. Hein. Mais vous vous êtes jamais posé la question de savoir quelle était l'énergie qui retenait l'âme dans le corps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Alors qu'il y a plein de gens qui souffrent, par exemple, sur la planète et qui voudraient s'évader de leur corps et qui ne peuvent pas. Notre conscience ne peut pas partir du corps comme ça. Et donc cette énergie qui va nous plomber, ben c'est ça, c'est l'énergie du métal, et elle va notamment gérer en énergétique toutes les notions de séparation. Parce que le poumon, c'est un organe de respiration, on va naître par un inspire et mourir par un expire, mais c'est aussi un organe au niveau émotionnel qui gère la tristesse, et la tristesse est une émotion qui sert à faire des deuils, à pleurer des deuils. C'est-à-dire quand on perd, quand il y a une séparation avec quelqu'un de cher, on pleure. C'est une émotion qui permet de vider la tristesse, elle va nous permettre de vider le sac et de faire le deuil. C'est pour ça que dans des traditions comme en Italie du Sud ou au Maghreb, on fait venir des pleureuses pour les décès, parce que comme on n'est pas sûr de pouvoir pleurer le mort, parce que c'est pas toujours évident de pleurer le jour de l'enterrement, on fait venir des gens qui sont payés pour ça, qui font que pleurer, 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 et comme ça on verse les larmes et on fait le deuil. Vous connaissez cette tradition des pleureuses? Ouais. Donc ça c'est l'émotion qui est sur le poumon. Et puis après, à un niveau plus psychique sur le poumon, on a cette notion du bien et du mal, puisque c'est la partie de l'âme la plus terrestre, c'est la partie de la conscience du bien et du mal. Et le poumon est représenté dans notre tradition par une balance. Voilà. Ou par un oiseau, il y a un autre symbole avec les omoplates derrière, avec les ailes, et on va représenter par exemple la colombe ou tout ce qui est oiseau comme étant la partie de l'esprit qui est ici, dans la matière. Et cette notion du bien et du mal, elle va naître de la séparation, et notamment de la séparation entre le bien et le mal, entre le gentil et le méchant. Et c'est pour ça qu'au niveau mental, on va l'analyser comme ça, la culpabilité. Donc, elle est assez mortelle dans le sens où, quand vous prenez la culpabilité sur vous, vous ne vous sentez pas bien, vous déprimez, ça peut aller chez les gens très atteints par ça, jusqu'à l'envie de se suicider et d'en finir.
Parce que le seul moyen de racheter sa culpabilité, au final, c'est de mourir. Parce qu'un mort, il est toujours présumé innocent. Et donc c'est une émotion mortelle pour les gens qui prennent la culpabilité sur eux. Maintenant, pour les gens qui accusent l'extérieur, c'est aussi une émotion mortelle parce que personne n'aime être accusé. Si vous prenez Israël-Palestine, je prends la géopolitique comme ça c'est plus parlant pour tout le monde. Vous voyez que depuis des années et des années, depuis la création d'Israël en fait, ces deux peuples s'accusent mutuellement d'être le méchant. C'est-à-dire, les Israéliens accusent les Palestiniens de terrorisme, et les Palestiniens accusent les Israéliens de leur prendre tout leur territoire. Et donc, vous avez deux peuples qui vont s'accuser mutuellement, et qu'est-ce que vous observez? C'est qu'on est dans un processus de guerre sans fin. Parce que personne n'aime être accusé, et dès qu'on est accusé, en fait, on va chercher à retourner l'accusation sur l'autre. Donc, en fait, c'est assez facile là-bas de trouver un fait divers, et tous les jours, vous avez des accusations qui sont portées d'un camp sur l'autre, comme étant le méchant, et chaque camp essaye d'apparaître comme la victime de l'autre. Ça va, vous voyez ça? C'est hyper simple, hein. Ça ne s'arrêtera jamais, je vous rassure. Il y a encore pour un moment, parce qu'il n'y a personne qui va s'interposer dans la cour de récréation. C'est un peu une cour de récréation, hein. Le gentil, le méchant, c'est un peu la cour de récréation. S'il y avait une autorité supérieure qui s'interpose, par exemple l'Amérique, puisque c'est les seuls qui pourraient le faire, on pourrait peut-être faire arrêter ça. En disant, bon, on vous sépare, toi tu vas dans un coin, toi tu vas dans l'autre coin, et vous ne vous voyez plus. Fini. Ben ça, c'est comme ça que ferait un instituteur dans sa cour de récréation. Hein. Et puis quand vous vous serez calmé, dans quelques générations, parce que là c'est pas 5 minutes, hein, dans quelques générations, quand vous serez calmé, on verra si on peut vous remettre ensemble. Mais pour l'instant, vous vous séparez. Ça serait rationnel. On ne veut pas. L'Amérique ne veut pas jouer ce rôle-là, parce que l'Amérique, elle est plutôt d'un côté. Bon, c'est comme ça. Et les autres grands de ce monde, ils ont autre chose à faire, et ils n'ont pas envie de s'occuper de ça. Donc en fait, on laisse ce truc se développer, et en fait, on sait très bien ce que ça va faire, et ça le fait tout le temps, ça va faire d'autres guerres et d'autres morts. C'est obligé. Parce que chaque camp a intérêt à avoir beaucoup de morts de son côté pour pouvoir justifier que lui, il est innocent et que c'est l'autre le méchant. C'est bête hein, comme truc. Vous imaginez ça? C'est un calcul inconscient. Hein. Je ne pense pas que consciemment, j'espère qu'il n'y a pas des gens politiquement importants qui consciemment manipulent ça, parce que ça veut dire qu'ils ont aussi des morts sur la conscience, parce que ça amène à faire des morts des deux côtés. Hein. Si vous prenez les invasions de l'Irak ou de l'Afghanistan par l'Amérique, vous allez retrouver le même processus. D'abord, on va comme W. Bush, il va commencer par gonfler le fardeau sur Saddam Hussein en disant qu'il a des armes de destruction massive, que c'est un terroriste, que c'est un affreux méchant. Bon, des affreux méchants comme lui, il y en a plein partout hein, quand même. Mais lui, c'était particulièrement un affreux méchant, donc il faut aller le tuer. Et après, une fois qu'on a bien chargé, bien accusé, qu'on en a fait un bon bouc émissaire, comme on dit, et bien après, on peut aller le tuer et tout le monde dit bravo. Parce que là, vous avez enlevé de la planète quelqu'un qui était vraiment méchant. Et maintenant, on va avoir la paix. Hein? Puisque le méchant a été tué, maintenant, on va avoir la paix. Sauf que quand vous regardez la réalité, en Irak, pratiquement toutes les semaines, on nous raconte qu'il y a eu un attentat qui a fait 30 morts, ou 20 morts, ou 50 morts. C'est ça la paix? Bon. Ça fera pareil en Afghanistan, et ça fera pareil en Syrie, et ça fait déjà pareil en Libye. Hein. C'est toujours comme ça. Parce que le mécanisme qui est à l'œuvre s'appelle la culpabilité. Et la culpabilité, ça essaie de diviser mentalement les gens en gentils et méchants. Et personne n'aime être du côté des méchants. Ici, vous êtes tous gentils dans cette ville-là. J'espère, hein, parce que... Sinon, j'ai les noms. Les méchants. Bon, voilà, ça c'est le constat de pourquoi c'est une émotion qui tue. Vous voyez, d'un côté, ça fait la déprime, de l'autre côté, ça fait de la guerre. C'est simple. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut se débarrasser de ce sentiment? Et la réponse c'est non. Puisque
Si on s'en débarrasse sur l'autre en face, ça ne marche pas. Si on le prend sur soi, ça ne marche pas non plus. Et il n'y a pas de troisième solution. Que faire de ce sentiment de culpabilité? Eh bien, ici, il reste une troisième solution, qui est la solution actuellement la plus valable et qui est apparemment mûre pour l'humanité, c'est-à-dire on va essayer de voir qu'est-ce que cache la culpabilité. Les psys, toute la psychologie va essayer, notamment la Gestalt, des psychologies un peu modernes comme ça, vont essayer d'aller chercher dans cette émotion, qu'est-ce qu'elle raconte. Parce que si on trouve le message de cette émotion, on va trouver la source, et si on trouve la source, on va pouvoir, normalement, changer de conscience et donc ne plus avoir ce sentiment. Sauf que quand en psychologie, on va chercher un peu qu'est-ce qui se cache derrière la culpabilité, on va trouver un mélange de colère, de peur, de tristesse, de choses un peu mélangées comme ça, ce qui va faire dire aux psychologues que c'est une émotion mixte, un peu... Ils vont trouver, par exemple, des gens qui vont parler de culpabilité qui vont avoir beaucoup de colère, puis d'autres qui vont avoir plus de tristesse, et d'autres qui vont avoir de la peur. Et donc on va se dire, bon, c'est pas classable, on ne peut pas la classer vraiment. En fait, pourquoi? Parce que, comme c'est en énergétique, les psychologues n'ont pas de formation médicale, notamment de médecine chinoise. En énergétique, on sait que quand un organe va mal, il va s'autoréguler avec les autres organes. Bon, sauf que nous, en Occident, on croit que le poumon ne fait que respirer. Et le foie ne fait que ça, et le cœur ne fait que ça, et bon. Donc on a segmenté les organes et on pense que chaque organe n'a qu'une fonction biologique et puis c'est tout. En fait, en énergétique chinoise, ils vont décrire les 5 éléments et les liens entre ces éléments, donc entre les 5 organes, qui vont expliquer non seulement les fonctionnements énergétiques, mais aussi les raquettes émotionnelles qu'on a déjà découvert en psychologie moderne. C'est-à-dire quelqu'un qui est triste, au lieu de pleurer, se met en colère. On dit, mais c'est bizarre, j'ai perdu mon portefeuille. C'est une séparation. Normalement, je devrais pleurer parce que j'avais une grosse liasse de billets à l'intérieur. Par exemple. Ou j'avais la photo de mes enfants et j'y tenais beaucoup. Par exemple. Bref, c'est quelque chose qui me peine d'avoir perdu tous mes papiers, je vais être obligé de les refaire. Et au lieu de pleurer, c'est une séparation. Au lieu de pleurer, je me mets en colère. Ouais, c'est pas possible. Bon. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? La colère est une émotion qui sert à rétablir son territoire quand il est envahi. Si quelqu'un vient m'agresser, je le repousse par la colère, et pas par la tristesse. Hein. Si je me mets à pleurer alors que quelqu'un vient m'agresser, il va pouvoir encore plus m'agresser. La colère sert à repousser un envahisseur. Quand on perd un portefeuille, on n'a pas été envahi. Pourquoi on se met en colère? Parce que le poumon, ne pouvant pas pleurer, il envoie l'énergie au foie et il dit « débrouille-toi avec ça ». Parce que le métal, en énergétique, va contrôler le bois, qui est l'énergie du foie. Le métal coupe le bois. Et donc le poumon, il dit, moi, je peux le foie m'obéit, donc il dit au foie, débrouille-toi. Le foie, il dit, ok, j'obéis, et il prend l'énergie, il dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il ne sait pas pleurer, il sait se mettre en colère, donc il se met en colère. Si le foie n'arrive pas à gérer, il dit, moi, cette énergie, le bois, il contrôle la terre, c'est-à-dire la rate. Il dit, j'envoie tout à la rate. La rate, elle dit, ok, moi, je ne sais pas pleurer, je ne sais pas me mettre en colère, mais je sais ressasser. Donc la personne va se mettre à ressasser toujours le même truc, pour essayer de le digérer. Elle refait le film. Vous voyez, ça marche comme ça en fait. Et donc l'énergétique va nous expliquer qu'une émotion qui n'est pas vécue dans un endroit va se promener comme ça d'organe en organe, jusqu'au moment où il y en a un qui va prendre sur lui et dire « bon, ben moi je vais exprimer ça. Puisque personne ne veut le faire, moi je vais le faire. » Ce que je dis est vrai dans le corps, c'est vrai aussi dans un couple. Et c'est des exemples vraiment très intéressants, parce que si par exemple l'homme, je donne un peu cet exemple dans le livre, si l'homme perd ses clés ou son portefeuille et qu'il se met en colère, il va se mettre en colère contre tout ce qui bouge, et notamment contre sa femme, qui n'a rien fait. « Ouais, mais les clés, mais mon portefeuille et tout. » Et la femme, si elle se fait agresser comme ça, ben, elle n'a pas 36 solutions. Soit elle agresse son mari, mais ça fait un conflit, ils vont divorcer, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, elle va se mettre à pleurer. Et une fois que la femme a pleuré, hop, l'homme il est calme. C'est pas lui qui a pleuré, c'est sa femme. Ça marche bien. Comme quoi, on est mariés pour le meilleur et
pour le reste. Ça marche avec les enfants aussi, hein. Et ça marche même, je pense, avec les animaux domestiques, notamment les mammifères, les chats, les chiens, qui prennent beaucoup sur nous, sur eux. Tous nos trucs, ils les prennent. Donc vous voyez, ces mécanismes-là, c'est des mécanismes d'autorégulation. Ça n'explique pas l'origine de la culpabilité. Il faut revenir à la notion de base, qui est la séparation. Si vous prenez donc les situations qui rendent coupables, comme on va prendre un exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle en psychologie une phase de deuil qui va durer, grosso modo, on dit qu'il faudrait faire le tour du cadran, c'est-à-dire une année. Normalement, au bout d'une année, le deuil d'un proche, on devrait l'avoir fini. Ça va passer par différentes étapes, où on va pleurer, où on va se sentir coupable, où on va avoir des colères contre le décédé, etc. C'est toute cette émotion de tristesse qui se balade et qui va essayer d'être gérée par l'organisme. Mais il arrive un moment où on dit qu'on a fait le deuil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait le deuil? Ça veut dire qu'on a accepté la séparation. C'est-à-dire, on a fait le deuil, on se dit, cet être cher que j'aimais, je ne le reverrai plus. D'accord? À ce moment-là, il y a une acceptation totale, et quand on pense à la personne, il n'y a plus ni regret, ni tristesse, ni il aurait fallu que, etc. Il n'y a plus de culpabilité non plus. D'accord? Donc ça veut dire que le deuil a été bien fait. Alors maintenant, prenons un exemple d'un deuil qui n'a pas été fait. Et un deuil qui n'a pas été fait, cela va faire un sentiment de culpabilité qui va persister aussi longtemps que le deuil n'est pas fait. Et parce que cette émotion de tristesse n'est pas vraiment consciente, et donc on ne va pas la pleurer, donc elle va s'accumuler et être vécue sous forme de culpabilité. La culpabilité est donc une émotion. Et c'est là l'apport un peu de mon livre, c'est que ça va être une émotion qui, si on remonte à la source, va nous pointer un deuil que nous n'avons pas fait, pas terminé. Et notamment, on va se rendre compte dans les situations de culpabilité que ce sont des deuils de la petite enfance. Le deuil du ventre de la mère, le deuil du sein, du sevrage, le deuil de la polarité, etc., etc. Et puis après, tous les deuils des cycles de la vie qu'on ne veut pas accepter. Donc, si on va chercher derrière la culpabilité, on va remonter loin, 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 loin sur des deuils qui sont fondamentaux pour l'être humain. Par exemple, le deuil de la naissance, la sortie du ventre, est explicitement décrit par le texte de la Genèse. D'après moi, l'histoire de Adam et Ève, c'est l'histoire qui sont chassés du paradis. C'est l'histoire c'est la première fois qu'on utilise le mot culpabilité, péché, le péché primordial. Et c'est l'histoire de l'enfant qui va être chassé du ventre de la mère et qui va descendre sur terre. D'ailleurs, dans le texte, à un moment, Dieu leur dit, bon, puisque vous avez goûté l'arbre c'est un poumon, hein. C'est vraiment facile la symbolique quand vous savez comment... Enfin, moi je trouve ça facile maintenant, mais au début, c'était pas facile. L'arbre c'est un poumon, ils goûtent le fruit de l'arbre, c'est-à-dire du poumon, et hop, ils vont descendre dans la matière. Et ils vont enfiler un habit de peau. En plus, Dieu va leur souffler dans la narine là, pour leur donner vie. Et il y a même une histoire de la côte aussi, qui va donner naissance à Ève et tout ça. Et ils vont descendre dans un habit de peau, et donc ils vont descendre sur Terre. Un habit de peau. Et en énergétique chinoise, on vous dit que le poumon gère la peau, le territoire. Mon espace vital, ma bulle, c'est la peau et c'est le poumon qui gère ça. Et toutes les maladies de peau sont liées à la culpabilité. Je vous dis entre parenthèses, les psoriasis, toutes les maladies respiratoires, l'asthme, les mauvaises haleines, les boutons sur la peau, l'acné, toutes ces problématiques de peau et respiratoires sont liées à de la culpabilité et à une séparation qui n'est pas faite, dont on n'a pas fait le deuil. Donc vous imaginez bien que parmi vous, personne n'a fait le deuil d'être sorti du ventre de la mer. Est-ce que vous vous rappelez être sorti du ventre de la mer en disant « Oh, je suis séparé de maman, j'étais bien dans le ventre, j'étais un poisson, maintenant je souffre et je vais pleurer à mon coup ». Non. Vous avez hurlé pour déchirer le voile du poumon, mais vous n'avez pas pleuré le deuil, vous n'avez pas fait le deuil de la séparation de la mère. De la même manière que quand elle a arrêté de vous donner le sein, vous n'avez pas fait ce deuil-là en disant « Oh, tiens, maman, aujourd'hui, a décidé que j'étais grand et je vais maintenant manger avec ma cuillère. » Non, personne n'a fait ce deuil-là. Le deuil de la polarité. Vous vous rendez compte quand vous êtes enfant que vous n'êtes pas comme l'autre. Papa et maman ne sont pas pareils et moi je ne suis pas pareil.
Moi, je suis ou comme papa ou comme maman, mais pas les deux. Ça, c'est un deuil qui est difficile à faire, le deuil de la polarité. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes plus Dieu. Et les psychologues vont mettre l'accent sur le fait que derrière la culpabilité se cache souvent un sentiment de toute-puissance, c'est-à-dire, le sentiment de toute-puissance, c'est l'enfant qui refuse la réalité de l'incarnation, de la séparation, de la polarisation. La toute-puissance, ça voudrait dire que l'enfant voudrait être Dieu. Il suffit de penser quelque chose, pof, je le crée. On peut faire ça dans les rêves, la nuit. Donc probablement dans la mort de l'autre côté. On peut penser des choses et créer ce qu'on veut avec sa tête. Mais dans la matière, ça ne marche pas comme ça et c'est un deuil difficile. Vous voyez, donc si on creuse cette notion de culpabilité, on va arriver derrière des gros pavés inconscients collectifs qui sont autant de portes d'entrée vers le développement personnel et vers une démarche spirituelle. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je vous invite à vous sentir coupable, à aller voir dans quel domaine et à aller chercher dans ces domaines qu'est-ce que ça cache. Si vous arrivez à accepter le deuil que vous n'avez pas fait, si vous acceptez le principe de réalité, comme on dit, eh bien, la culpabilité va s'arrêter. C'est aussi bête que ça. Enfin, bête que ça, pas si bête que ça. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'étapes à franchir et beaucoup de couches à dégager pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est le chemin. Et c'est d'ailleurs marrant parce que dans le texte de la Genèse, ça se termine par cette phrase-là, ils sont chassés du paradis, et à la fin, l'Éternel va poster, je ne sais plus si c'est des chérubins, enfin des anges avec des lances enflammées, aux portes du jardin d'Éden, pour que l'homme, et c'est dit comme ça, pour que l'homme ne revienne pas manger du fruit, qui le rendrait alors l'égal des dieux. Si vous êtes capable de revenir à travers la culpabilité et de remonter jusqu'au jardin d'Éden, en fait, vous deviendrez l'égal des dieux. Mais pour ça, il faut affronter la culpabilité. Si vous ne l'affrontez pas, eh bien, c'est elle qui va vous manipuler et c'est elle qui va vous emmener vers, en fait, ce qu'on appelle la mort. Puisque la culpabilité, c'est une émotion qui tue. Donc elle va vous amener vers la mort. Et vous vous racontez, et votre mental vous raconte que si vous mourrez, vous serez innocent et pas coupable. Moi, je vous dis le contraire. Si vous faites ça, vous allez mourir, mais rien ne vous prouve que vous serez innocent. Je vous rappelle quand même, personne n'est allé vérifier de l'autre côté que vous aurez le paradis. Si vous vivez l'enfer ici, qu'est-ce qui vous fait dire que vous aurez le paradis de l'autre côté? Vous y croyez, vous? Non. Moi, je crois que si on vit le paradis ici, c'est déjà ça de gagner. Bon, c'est une boutade. Je ne suis pas sûr qu'en souffrant ici, on atteigne de l'autre côté, on ait une récompense de l'autre côté. Ça, c'est une vision duelle qui n'est pas dans la nature. Si vous observez la nature, et il faut revenir aux choses concrètes, si vous observez la nature et comment elle fonctionne, notamment le règne animal, le règne végétal, vous ne verrez jamais, mais jamais, de récompense de ce type-là. Si par exemple un lion pourchasse la gazelle, et la gazelle se dit « je vais me laisser manger et j'aurai le paradis », mais vous rigolez. Elle sait très bien qu'elle va mourir dans les crocs du lion, et puis point barre. Ouais, mais ça n'existe pas, la notion de bien et de mal dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas de récompense pour la gazelle parce qu'elle a souffert un bon coup en se faisant manger par le lion, il n'y a pas de récompense. C'est la loi de la vie, Celui qui court le plus vite aura la vie sauve, puis voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est un peu délicat, parce que nous, on n'aime pas ça. On préférerait dire la gentille gazelle et le méchant lion. C'est vrai, ça. Vous avez déjà regardé des émissions avec les enfants à la télé, et vous voyez toujours ce schéma de dire « Ah oui, il y a le gentil et le méchant. Vous êtes un agriculteur dans le village, là, il y a les gentils oiseaux qui mangent les méchants parasites, ou alors il y a des méchants oiseaux qui détruisent les récoltes, qui mangent les graines. » Enfin, on est toujours en train de classer les choses entre ce qui nous convient, c'est gentil, ce qui ne nous convient pas, c'est méchant. Mais en fait, c'est vraiment puéril comme vision, c'est très très puéril. C'est infantile même. Enfin, c'est les mêmes mots. C'est quelque chose qui a un état de conscience vraiment infantile. Il n'y a pas de Dieu, si vous voulez que je parle autrement, il n'y a pas de Dieu qui juge
de ce point de vue-là, il n'y a pas Dieu qui va juger ça c'est gentil, ça c'est méchant, puisque c'est lui qui a créé tout ça. Ou alors il est maçon lui aussi. C'est pas possible. Ok. Donc, vous avez à la fois cette idée que si vous mourrez, vous aurez votre paradis, mais si je vous propose un chemin inverse, ça va être difficile, puisque je vais vous dire, au lieu de vous débarrasser de la culpabilité, essayez plutôt de l'affronter, c'est-à-dire de la regarder en face. Et à ce moment-là, je vous mets en garde sur un aspect qui est important et qu'on verra peut-être tout à l'heure dans la démonstration. Affronter la culpabilité, c'est très, très, très dangereux et très violent. Donc là, je suis sérieux, parce que souvent je plaisante. Vous ne pouvez pas faire ça sans être accompagné ou sans, au minimum, avoir réfléchi à la chose que vous allez mettre en place. Il est très dangereux d'affronter sa culpabilité si on n'est pas sûr de gagner. Je répète, c'est très dangereux d'affronter sa culpabilité si on n'est pas sûr de gagner. Et vous ne devez l'affronter que si vous êtes sûr de gagner. Si par exemple, vous dites, bon, ma culpabilité m'empêche de me présenter devant ma mère, je dois toujours, on a dit une fois dans une conférence, une personne qui n'a jamais pu, à 50 ans passés, se présenter devant sa mère avec un compagnon. Donc elle est célibataire, elle vit seule, et quand on lui pointe la problématique, c'est ça. Elle n'a jamais pu aller devant sa mère avec un homme à 50 ans. Parce qu'elle se sent coupable. Je vous passe les détails, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Il y avait toute une histoire de sa culpabilité depuis son enfance. Elle était attendue, elle n'était pas attendue, ou elle était attendue en garçon, et c'était encore une fille, enfin bref. Elle est vraiment coupable. Elle n'y est pour rien la pauvre, mais elle se sent coupable. Et à 50 ans, elle refuse encore. Donc on lui dit, ben voilà, un exercice à faire, essayez de prendre un gars dans la salle, monsieur, de faire semblant que c'est votre copain, même pas votre amoureux, juste un copain, et puis vous allez avec lui visiter votre mère. C'est bête hein, comme truc. Elle n'a pas pu le faire. Elle n'a pas pu le faire. L'exercice est trop difficile. Pourtant, pour vous tous, je dis, bon, prendre quelqu'un comme ça, un copain, puis l'amener chez sa mère en disant, tiens, on passe, on te dit bonjour, c'est rien. Mais pour elle, c'est impossible. Parce qu'elle va montrer à sa mère qu'elle est une femme, qu'elle est une fille, qu'elle est avec un homme, et donc elle va montrer à sa mère qu'elle lui désobéit parce que sa mère voulait un garçon. À 50 ans. Vous imaginez? Donc, une charge émotionnelle comme ça, on ne peut pas l'affronter n'importe comment, et ce n'est pas facile de la traverser. Pourtant, si elle y arrive, et moi je peux témoigner de ce que j'ai expérimenté moi, ou ce que Ruth a fait aussi, dès qu'on arrive à traverser une culpabilité, mais derrière on se sent grandir de 10 cm, on a le poumon qui fait « Oh !» C'est incroyable, on dit « Ouais, j'y suis arrivé !» Mais c'est bête comme tout, quelquefois c'est bête comme tout, mais on ne peut pas parce qu'on a le regard de la culpabilité qui nous interdit de le faire. Affronter sa culpabilité, ça va être ça. Donc, il faut trouver d'abord dans quel domaine vous vous sentez coupable, et il va falloir essayer de provoquer la situation en toute conscience, en étant sûr de gagner, et puis y aller. C'est comme sauter de du plongeoir. Et vous m'en direz des nouvelles, après. Parce que c'est vraiment hyper intéressant, et notamment dans le sentiment de se sentir beaucoup plus vivant. Je vais vous dire un secret. Ne vous le répétez pas, l'expérience. Si vous faites ça, vous risqueriez de rencontrer de plus en plus le paradis dans votre vie, et notamment l'abondance. C'est-à-dire que la vie, elle est abondante, vous savez ça. Vous voyez la nature, elle est abondante. Eh bien, si vous arrivez à affronter votre culpabilité, vous allez exister de plus en plus, et vous allez donc du coup attirer de plus en plus de choses abondantes dans votre vie, dans tous les domaines. Si vous avez à l'inverse des endroits dans votre vie où vous n'avez pas l'abondance, si par exemple vous manquez d'argent, vous manquez de relations, vous n'avez pas de compagnon ou de compagne, vous manquez de travail, vous manquez de santé, tous des domaines où on devrait être dans l'abondance, eh bien, à ce moment-là, posez-vous la question de quelle est la culpabilité qui vous empêche de connaître l'abondance dans ces domaines. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, le mental, il est super malin. Hein. On l'appelle le malin, c'est pas au hasard. En fait, on a plusieurs domaines dans notre vie, et ces domaines, on va les manager en se ménageant quand même une porte de sortie pour le paradis. C'est-à-dire, si, par exemple, dans le domaine de la santé, de l'argent, la santé ça va, l'argent j'en ai, le travail j'en ai, ah oui, mais ma relation de couple va mal. J'ai quand même quelque chose où me plaindre. J'ai un domaine où je peux me plaindre. Je peux dire, regardez, là, ça va pas du tout. Bon, donc ce domaine-là où je suis victime, c'est un domaine où je m'achète mon paradis. Ah oui, parce que c'est le domaine où je suis malheureux, donc je vais attirer la sympathie du regard là-haut, qu'on appelle Dieu, justement à tort. En fait, c'est le regard de ce jugement de la culpabilité. Hein. Donc, on va toujours se ménager un domaine dans notre vie où ça va mal, parce que ça nous permet de garder une petite chance d'avoir le paradis, parce qu'après, quand on va passer au jugement devant je ne sais pas qui, hein, il va dire, oui, bah, dis donc, tu as eu une vie drôlement heureuse, toi. Et on va dire, oui, mais j'étais malade. Oui, mais j'ai pas été heureux en amour. Oui, mais j'ai pas gagné d'argent. Voilà. Il était une fois deux associés. J'ai plein de blagues dans le livre, j'aime bien. Les blagues soufis, vous connaissez le soufisme? Ouais, ça vient de l'islam, une branche mystique de l'islam, et ils ont des blagues excellentes. Donc c'est Nasreddin, des blagues comme ça. Donc c'est une blague soufie. Et donc il y a un pieux soufi, un pieux musulman qui a fait tous les rituels. Vous savez, ils ont 5 choses à faire, aller à la Mecque, tout ça, donner la charité, etc., les prières tous les jours, etc. Et lui, il a tout le temps fait tout ça. Et à la fin de sa vie, il dit à Dieu, à Allah, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai fait tous les préceptes de la religion. J'ai fait mes prières, j'ai donné aux pauvres, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je ne trouve pas que j'ai eu une vie tellement heureuse. Alors que mon associé, avec qui je travaillais, il n'était pas du tout dans la religion, il a fait la fête, il a eu plein de femmes, il se faisait des gueuletons, etc. Et il a fait toute sa vie ça, et je trouve qu'il a eu une vie plus heureuse que moi. Comment se fait-il? Et à ce moment-là, il y a une voix, la voix de Dieu qui résonne, comme d'habitude, dans les histoires, et qui dit, si tu savais comme tu es chiant avec toutes tes contraintes. C'est une blague suffit. C'est-à-dire que qui vous dit que Dieu veut que vous soyez malheureux? Qui vous raconte ça? En fait, c'est votre mental, parce que vous espérez quelque chose, et vous espérez quelque chose parce que déjà, avant, vous avez nié le principe de réalité. Vous voulez que je vous donne des exemples de principes de réalité que l'humain va nier et qui vont faire beaucoup de dégâts, tant en termes de malheur qu'en termes de maladie, parce que ça amène à la maladie. Il y a deux grands domaines où on va nier les évidences et la réalité. Le premier, c'est la polarité. On a presque tous un problème de polarité parce que c'est difficile de renoncer à une partie que l'autre a. Si par exemple, moi je vois une femme qui est enceinte et qui fait des bébés, moi je suis un homme et je ne peux pas avoir de bébé. C'est pas conscient, on n'en a pas conscience. N'empêche qu'après, on va voir que le gamin avec la mère, il développe une relation qu'il ne développe pas avec le père. On dit quand même, ça continue. Vous voyez? Etc., etc. À l'inverse, la femme, elle va voir que l'homme, il fait des choses qu'elle, elle ne peut pas faire. Bon, puis en plus, il gagne plus sa vie quand on travaille avec le même boulot. Quand on a une femme, on gagne moins bien. Comment c'est pas possible. Donc, elles vont revendiquer d'être comme des hommes. Et ça, c'est la grosse coupure coupable que personne n'accepte, la polarité. Puis de l'autre côté, vous avez un autre domaine où vraiment, là, ça fait beaucoup de dégâts aussi, c'est les séparations dues au cycle naturel. Et le premier cycle, c'est la naissance. Et puis après, on va grandir, donc il y a des cycles symboliques tous les 7 ans, 14 ans, 21 ans. Tous ces cycles, l'adolescence de 14 à 21 ans, c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, parce que va apparaître le sexe au début du cycle, vers 14 ans. Hein. Les femmes sont réglées, les garçons ont la voix qui mue. C'est là où on va commencer à ressentir cette culpabilité, cette pudeur et la honte à fond. C'est là où il y a plein de boutons d'acné sur le visage, comme par hasard. C'est là où il y a beaucoup de jeunes qui sont déprimés et qui se suicident. Vous savez que c'est la 3e cause de mortalité chez les jeunes, le suicide. C'est quand même terrible. Et vous avez donc ce cycle-là qui est vraiment énormément difficile à passer. Et puis après, vous avez des cycles naturels qui vont
et des cycles symboliques aussi, mais des cycles naturels qui vont être difficiles à digérer. Notamment, vous avez les 3D, qui sont des cycles liés aux événements. Vous avez deuil, divorce, déménagement. Deuil, divorce, déménagement. Ça, c'est les 3 grandes causes de maladies et de problématiques psycho. Parce que ce sont des séparations difficiles à digérer. Le deuil, le divorce et le déménagement. Nous, on a commencé nos harmonisations, nos découvertes, on les a commencées dans les maisons, en observant les maisons, les habitats des gens. Et on s'est rendu compte que, notamment, chaque fois qu'il y avait des déménagements, ça déclenchait, soit avant, soit après, des choses incroyables chez les gens. Ils disaient, à tort, que ça venait de leur maison. Alors qu'en fait, souvent, on se rend compte que quand on déménage, ça nous réactive la mémoire de la naissance. Parce que la première fois on a déménagé, c'est quand on a quitté le ventre de la mère pour passer dans le couffin. Vous vous rappelez pas? C'était pas un déménagement très sympathique. En général, c'est un moment assez douloureux d'ailleurs. Et oui, mais votre corps, il s'en rappelle, lui. Votre corps se rappelle qu'un déménagement, ça peut faire mal. Et donc, chaque fois que vous déménagez, votre inconscient, qui est mémorisé dans le corps, lui, il le sait, et donc ça peut réactiver ce genre de choses. Donc les 3D. Et puis après, vous avez les événements liés à des phénomènes naturels, comme par exemple la ménopause. La ménopause, ça veut dire pour la femme qu'elle ne peut plus être féconde, qu'elle ne pourra plus faire d'enfants. C'est un deuil très très dur pour les femmes, parce que beaucoup de femmes se sont identifiées au fait d'être des mères. Donc elles se sont identifiées au fait de pouvoir procréer, d'avoir des enfants, et quand elles ont la ménopause, elles ne peuvent plus. Et leur corps leur dit, tu peux plus. Mais le psychisme, lui, il n'est pas forcément prêt. C'est pas une étape facile, la ménopause. Vous savez qu'il y a plein de maladies qui se déclenchent à cette époque-là. Pour l'homme, on dit l'andropause, mais l'andropause, c'est plutôt sa baisse de libido et de puissance. Parce que l'homme, il s'est identifié lui aussi à sa puissance sexuelle, et quand ça commence à décliner, c'est là aussi où on voit apparaître les cancers de prostate et tout ça. Et qui est le symbole de la puissance. Et puis, il y a des événements socio-culturels comme les licenciements, la mise à la retraite. Toutes ces séparations vont entraîner beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de personnes, vous savez qu'il y a des pics de maladies ou de crise cardiaque 1 ou 2 ans après la prise de la retraite. Souvent parce que les gens se sont identifiés complètement à leur travail et que quand ils sont à la retraite, ils ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien. Et ça va déclencher une culpabilité. Je ne vaux plus rien. Sur la culpabilité, il y a une grosse histoire de valeur. Et vous avez donc tous ces moments-là qui sont à anticiper, comme vous le savez. Donc le livre est fait pour ça, il y a toute la liste des événements séparateurs dedans. Anticiper ces moments-là, voir dans quels endroits vous pouvez avoir des problématiques, et vous allez voir que tout le temps, ce sont des problématiques existentielles. C'est-à-dire que vous vous étiez identifié à quelque chose. L'adolescence, c'est le moment où on s'identifie le plus. On cherche des repères masculins, féminins, on cherche autres que les parents, bien sûr. On va chercher à s'identifier à des bandes. C'est là qu'on va commencer à fumer, prendre des addictions sur le poumon, comme par hasard. Chaque fois que vous allez vous identifier, je suis une mère, je suis un travailleur dans le social, je suis, dès que vous mettez quelque chose derrière je suis, en fait, vous créez vous-même, sans vous en rendre compte, une coupure pour ne pas accepter autre chose, et en fait, c'est là où vous créez votre propre culpabilité. C'est parce qu'on s'identifie. Donc en fait, une des solutions, ça serait de petit à petit d'aller visiter tous ces domaines-là et se désidentifier de ces domaines-là en voyant que l'on existe au-delà j'existe au-delà du rôle de mère, j'existe au-delà du rôle de grand-mère, c'est même pas un rôle d'ailleurs, j'existe au-delà du rôle de patron d'entreprise ou de je sais pas quoi. Ça va? Sinon, un jour ou l'autre, la culpabilité va apparaître parce que ce jeu, il va s'arrêter. Vous êtes patron d'une entreprise, un jour, ça va s'arrêter. Et ce jour-là, la culpabilité va être terrible. J'ai vu récemment un chef d'entreprise qui vend son entreprise parce qu'il part à la retraite, et c'est dramatique pour lui. Mais dramatique. Il passe tous les jours devant, et il a beau clamer sur les toits que ça faisait 2 ans qu'il voulait vendre et qu'il est content que ça soit vendu, on sent qu'il n'est pas du tout heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil.
parce qu'il s'était identifié à ce job, et que maintenant, eh ben, il lui reste à aller acheter une maison au fin fond de la campagne et à disparaître. Il n'a pas de femme, pas de chien, pas d'enfant. Ah oui, mais il n'existe plus. Avant, il avait une entreprise. Maintenant, il n'a plus rien. Et donc, lui, il est en danger. Ça se voit tout de suite, il est en danger parce que la culpabilité va s'incarner dans son corps sous forme de maladie, d'accident, de déprime, en tout cas, au minimum de déprime. Ça se sent déjà. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça, c'est parce qu'il s'était identifié à quelque chose et qu'il ne veut pas lâcher, il veut bien lâcher les contraintes de l'entreprise, mais il ne veut pas lâcher l'identification et la reconnaissance qu'il avait. Et comment faire? Vous ne pouvez pas lâcher l'entreprise et garder la clientèle, ou garder le relationnel, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes mère, vous ne pouvez pas garder vos enfants. Un jour, ils vont vous envoyer balader. Ils vont vous dire, mais ça va, maman, j'ai 35 ans, je sais faire. Mais ça va, papa, tu me l'as déjà dit, j'ai 40 ans, laisse-moi tranquille. Oui ou non? Je prends des exemples loin, hein, pour pas que ça vous fasse peur à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, vous auriez dû déjà les lâcher. Bien. Mais je pense que ça fait déjà pas mal, ça. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va faire un cobaye pour voir. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Pas de questions. Public, vous êtes génial. Parce que là, si vous avez tout compris, tout ça, c'est vraiment super. Parce que c'est pas évident, hein, je vous dis quand même, au niveau de la psychothérapie, ils n'ont pas trop ce discours-là, hein, souvent. La bipolarité? J'ai pas parlé. La polarité, c'est le fait qu'on ait un sexe, en fait. La polarité, c'est le fait qu'on ait un sexe. Et on a un seul sexe, et pas les deux. Et en fait, vous savez que les endroits les plus coupables, tout de suite, quand Adam et Ève vont manger le fruit, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Enfin, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont nus. Ils vont surtout se rendre compte qu'ils sont différents. Parce que toi, tu as un zizi, et puis toi, tu as une foufoune. Et bien voilà, c'est parti. Et c'est comme ça. Et du coup, ils vont cacher ça parce que c'est l'endroit où on voit la culpabilité, la coupure coupable. C'est l'endroit où on voit la coupure coupable. Avant, ils n'en avaient pas conscience, ils ne voyaient pas qu'ils étaient différents. Après, ils voient qu'ils sont différents. Donc en fait, la culpabilité, c'est intéressant votre question, parce que la culpabilité, elle va vous montrer, dans un premier état, elle va vous montrer que vous êtes différents, donc séparés. Et donc coupables. Ok. Et puis après, j'arrive à la fin de la conférence, je vous dis attention, ne vous identifiez pas à ça, parce que il y a une autre culpabilité qui va naître de cette identification. Si je ne suis qu'une femme, mais je m'identifie au rôle de femme, au rôle de mère, il va naître une autre culpabilité après, parce qu'il y a un jour où vous ne serez plus une mère, et puis peut-être même plus une femme. Ben oui, parce que quand vous fermez les yeux et que vous regardez à l'intérieur de vous, si vous entrez en méditation par exemple, il n'y a absolument rien dans votre conscience interne qui vous permette de dire que vous êtes sexué. Il n'y a rien. À l'intérieur de vous, vous êtes un, vous n'êtes pas séparés, vous êtes un. À l'extérieur, une femme est différente d'un homme. Alors la culpabilité, elle va naître au démarrage de ça, de cette coupure apparente, et elle va se révéler après dans l'identification qu'on va mettre dans tout ce qu'on veut valoriser, bien évidemment. Et puis là aussi, c'est une erreur. Vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'on va la traîner toute notre vie. L'exemple le plus marrant du livre, la blague qui me faisait le plus rire, c'est les deux papis de 95 et 85 ans qui vont voir le directeur d'hospice. Puis ils disent, bon, la mère, la femme qui est la plus courageuse, elle dit, bon, voilà, on va divorcer. Au directeur d'hospice, il dit, comment ça, vous allez divorcer à vos âges? Bah, la femme, elle dit, oui, mais ça fait longtemps qu'on a envie. Mais avant, on ne pouvait pas. Ah bon? Et pourquoi vous pouvez maintenant? Elle dit, bah, maintenant on peut, tous nos enfants sont morts. Pas d'y forcer, hein, si les enfants ils savaient ça. Il y en a combien qui ont déjà entendu ce genre de discours dans la salle? Ouais, il y a bien des couples parmi vous, vous connaissez bien des couples dans vos entourages qui restent ensemble pour ne pas séparer les enfants. Bon, ben, c'est un prétexte, n'empêche que c'est un discours assez courant. Les enfants continuent à voir que les parents s'engueulent, et après ils vont faire des psychothérapies à 30 ans en disant
mes parents m'ont montré qu'en fait, ils étaient jamais bien ensemble et qu'ils restaient quand même ensemble pour nous, et du coup, moi, je me sens coupable. L'enfant, il va dire ça après. Mais moi, je me sens coupable parce que j'ai l'impression que mes parents se sont sacrifiés pour moi. Et voilà, et donc il va se payer des années de psy. C'est comme la mère juive, les 3 mères juives qui discutent. La première, elle dit, eh bien moi, mon fils, vous savez, les mères juives, vous connaissez, elle est reine de la culpabilité et de la manipulation aussi. Elle dit, moi, mon fils, il m'aime, tous les jours, il me téléphone, maman, tu me mens, tous les jours, tous les soirs, un appel, moi, il m'aime encore plus, parce que toutes les semaines, enfin, tous les jours, non, pardon, c'est tous les jours aussi, et tous les jours, ça sonne à la porte, tu peux ouvrir, il y a un fleuriste avec un bouquet de roses, et c'est mon fils qui m'envoie des roses, tous les jours, il m'envoie des roses. Et la troisième, elle dit, moi, toutes les semaines, on les autres, toutes les semaines, c'est nul, hein, bon. Elle dit, chut, toutes les semaines, vous savez ce qu'il fait, mon fils? Il va chez le plus grand psychanalyste de Jérusalem, le plus cher, et vous savez pourquoi il y va? Juste pour parler de moi. Eh oui. Mais bon, alors elle a été de bonne mère jusqu'au bout. Mais oui, parce qu'en fait, la culpabilité, elle se transmet. Elle se transmet dans les lignées, on en a déjà parlé dans le livre sur les lignées, elle descend tous les secrets de famille, tout ce qui est chut, faut pas le dire, chut, tous les secrets se transmettent par la culpabilité et descendent des générations sur 3, 4, 5 générations des fois. Ce qui fait qu'après, vous avez des descendants à 4 générations qui se sentent coupables sans savoir pourquoi, alors qu'il y a eu un secret. Par exemple, un inceste, un enfant avorté, un enfant bâtard, tous ces trucs-là, ça va faire de la culpabilité des secrets de famille qui se transmettent et qui descendent des générations et se transmettent parce que c'est une émotion très polluante. Quand quelqu'un se sent coupable, tout le monde se sent coupable à côté. C'est insupportable. Ça va, j'ai répondu à peu près. Vous avez compris que vous étiez plus rien. Pas d'autres questions? Si. Enfin, si j'ai bien compris de ce que vous dites que la culpabilité, finalement, on n'a pas le choix. On l'a subie. Oui. C'est ce que j'ai compris. Oui, on n'a pas le choix, on l'a subi. À quelque part, oui. La plupart des gens n'en ont pas conscience. Nous n'avons pas le pouvoir de choisir de ne pas être coupable. Oui. D'être responsable. Alors ça, c'est un choix qu'on peut faire sur certains aspects, être responsable ou coupable. Hein. C'est un choix, plus on va grandir en conscience et plus on va être mature, plus on va être capable de gérer sa culpabilité, justement, et plus on va pouvoir passer au versant responsabilité, au versant adulte. Mais il y a toujours des domaines chez chacun d'entre nous qui restent infantiles. C'est les domaines que l'enfant n'a pas digérés. Il y a des domaines où on peut se sentir très responsable. Par exemple, un chef d'entreprise, il peut être très responsable vis-à-vis de ses salariés sans se sentir coupable, etc. Et puis il rentre à la maison et avec sa femme, pouf, il change complètement. Et on ne sait pas pourquoi. Et bien parce que là, ça active quelque chose où là, il n'a pas vu. Et c'est difficile d'être responsable tout le temps. Parce que être responsable, étymologiquement, ça veut dire avoir la réponse adaptée. La réponse responsable, c'est quelqu'un qui trouve l'acte qui est la bonne réponse. Responsable, il y a réponse dedans. La bonne réponse. Sans se sentir coupable. Et ça, c'est pas évident. Parce que vous voyez bien que quand vous prenez des actes de responsabilité, souvent quand même, souvent derrière, il y a c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre. Si par exemple on prend dans l'entreprise, quand on va être obligé de licencier quelqu'un, il y a de la culpabilité, il va y avoir une séparation. Et le salarié, bien sûr, dans le jeu inconscient salarié-patron, on va jouer, il y a le méchant. Qui est le méchant? C'est le patron. Et le patron va dire, ouais, mais vous avez vu, il fait un boulot n'importe comment, c'est lui. Et tac, tac, et on s'envoie la responsabilité, mais en fait, on s'envoie la culpabilité. Et le fait est que tout le monde sait qu'il va y avoir une séparation. Mais que personne ne l'accepte. On l'accepte à condition d'être présumé innocent. Donc le salarié accepte la séparation à condition d'être payé. C'est-à-dire, si le patron me paye, ça veut bien dire que c'était lui le coupable. Il me vire, mais il me paye, donc c'est bien lui le coupable. Et quelquefois, dans le système actuel, on pousse à ce truc-là pour déculpabiliser en fait tout le monde. Puisqu'il y a de l'argent qui a été payé, c'est bon, allez, maintenant chacun chez soi. Vous voyez ça? Mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément de la responsabilité en tout cas. Bon, moi j'aime bien observer les schémas
de culpabilité au niveau global. Comment la société arrive à ne faire des lois que par culpabilité. Vous prenez le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a eu, je crois, 5 lois sur la récidive, un truc comme ça. Aucune n'était applicable pratiquement, et aucune n'avait vraiment d'utilité parce qu'elle n'allait concerner qu'un public tellement réduit de délinquants, mais elles avaient toutes pour but, toutes les lois avaient pour but de dire « moi j'ai fait quelque chose contre la délinquance ». Donc on ne peut pas m'accuser. Et après, moi je peux accuser les autres qui n'ont pas fait de loi. Et en fait, vous verrez que les hommes politiques passent leur temps à faire ça. C'est-à-dire on paye des députés qui passent un temps fou à faire des lois pour se déculpabiliser et pour pouvoir accuser leurs adversaires. Parce qu'eux sont dans un schéma de dualité. C'est très très intéressant. En ce moment, là, on entendait en venant, il y a un pacte de je sais pas quoi, de responsabilité, et pas de culpabilité. Et donc, il y a des gens de gauche qui vont s'abstenir et des gens de droite qui vont s'abstenir. Ben, ça, dans le Canard enchaîné, ils épinglent tous ces trucs super marrants. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils ne devraient pas, mais bon, il faut quand même, donc on va le faire, mais c'est des trucs, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. On est loin, loin, loin de la responsabilité. C'est juste qu'on s'achète une image. Et on s'achète une image pour paraître innocent, toujours. Bon. C'est marrant. Vous regardez les émissions de télé, des fois. Mais essayez de trouver sur TF1 ou France 2, hein, les grandes chaînes, essayez de trouver 5 minutes d'information à 20h où il n'y a pas de culpabilité dans une phrase. Essayez. Et là, vous m'appelez, vous m'envoyez la bande. Je serais curieux. Parce que aussi bien les journalistes que ceux qui répondent sont toujours en train d'essayer d'obtenir de la culpabilité. Aussi bien dans la question que pose le journaliste que dans la réponse que donne l'autre en face, il y a toujours cette notion de culpabilité. On cherche toujours un fautif. On cherche toujours à désigner un bouc émissaire. Tout le temps. C'est insupportable. Enfin, quand vous êtes sensible à la culpabilité, c'est insupportable ce genre d'information. Sauf si vous êtes dans le jeu et que vous vous rangez dans un camp ou dans l'autre. À ce moment-là, vous aimez ça. Mais si vous n'êtes pas dans ce jeu-là, c'est complètement puéril. Et ce n'est pas de l'information. L'information, c'est donner une information. C'est pas d'émettre un jugement. Ça va? Bon, personne ne regarderait. Hein. Si on donnait que des informations, personne ne regarderait. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Il y a encore des questions? Oui. La fédération à l'âge de 7 ans, c'est... À l'âge de 7 ans, c'est quand vous avez un enfant de 7 ans? Ouais, ça va être grave pour vous, fermer les oreilles. J'ai senti, là, j'ai dit, oh là là, elle va pas être contente que je lui réponde. L'enfant, il va vivre 7 ans dans les jupes de la mère. C'est le temps que la femme, que le féminin puisse le protéger, lui donner à manger, lui apprendre à marcher, et après, de 7 à 14 ans, il va aller dans les pantalons du père. C'est-à-dire qu'il va commencer à aller à l'extérieur, c'est symbolisé par le fait qu'il va entrer à l'école des grands. On lui dit à 7 ans, tout le monde nous dit ça à 7 ans, t'es grand maintenant. Pourquoi on dit ça à 7 ans? Parce que tu vas à l'école des grands, t'as passé le CP, tu es en CE1, et tu vas à l'école des grands, et donc tu vas à l'extérieur. Tu quittes le ventre de la mère, qui est la cuisine, la maison, tu vas symboliquement à l'extérieur, et donc tu vas aller rencontrer le social. L'externe, c'est le masculin, l'interne, c'est le féminin. Donc pendant 7 ans, il va vivre à l'intérieur, et après, il va vivre à l'extérieur. Et donc, symboliquement, 7 ans, il devrait passer du contrôle de la mère au contrôle du père. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que la mère, d'abord, elle ne le lâche pas, souvent. En plus, elle veut faire les 2 rôles, souvent. En plus, souvent, le père, comme par hasard, il ne veut pas faire le rôle de père, ça s'emboîte bien. Et donc, vous avez des pathologies qui vont... Enfin, des problématiques qui vont faire que, finalement, et c'est très intéressant d'écouter les informations actuellement, finalement, qui va jouer le rôle du père? L'éducation nationale. Donc, on va demander à l'éducation nationale de jouer le rôle de la loi. Et vous savez ce qui se passe dans les écoles en ce moment? C'est que les instituteurs n'ont plus le droit de toucher les enfants. Dès que les enfants ont des mauvaises notes, les parents déboulent et font un procès à l'institut ou au directeur. On a encore entendu ça en venant tout à l'heure. C'est incroyable.
Et pourquoi ça? Parce que les enfants sont tout puissants, il n'y a pas de loi du père, et donc, et c'est global, hein, je ne parle pas de votre cas, hein, c'est global, et donc on a des problématiques où les rôles d'éducation, notamment de la loi du père, ne sont pas tenus par les familles. La mère parce qu'elle n'est pas faite pour ça, et qu'elle en a marre de faire ça aussi tout le temps. Le père souvent parce qu'il ne le fait pas. Et parce qu'on transmet ça sur le social, en disant que le social se débrouille avec ça. Et ça se termine comment? Ben, à la crise d'ado, ça se termine avec la prédélinquance et puis les punitions. On entendait une émission en venant, là, justement, ce que les parents, les procès que les parents font le plus vis-à-vis de l'institution et des directeurs d'école, c'est sur les punitions. Il est interdit de punir leur enfant. Leur enfant n'a rien fait et on n'a pas à le punir. Donc il n'y a pas de loi qui est acceptée de l'école, pas de loi à la maison. Et vous voyez, hein, c'est comme ça. C'est très intéressant la question des 7 ans. Et oui, parce qu'il y a des structures qui existent et on perd le sens symbolique de ces structures. On ne sait plus à quoi elles servent. Et donc on demande tout et n'importe quoi aux structures sans voir qu'il y a quand même quelque chose de concret. L'éducation de l'enfant se fait par, les psychologues vous diront tous ça, se fait par le nom du père. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non. Ben, il y a plein de parents qui sont déboussolés et qui ne savent plus comment faire par rapport à la situation actuelle, comment faire pour qu'on puisse faire la loi. Il y a plein de parents qui ne sont plus là-dedans. Bon, c'est un constat. Oui, oui, c'est un mouvement d'ensemble. Hein, il y a eu la personne qu'on a entendue tout à l'heure, elle disait que c'était une lente dégradation, parce que les inspections, les inspecteurs généraux d'éducation nationale, ils voient ça sur 20 ans, 30 ans. Et donc ils voient la glissade. Sauf que on parle de choses, mais on ne voit pas le sens symbolique qu'il y a derrière. Et le sens symbolique, moi je vais vous dire, hein, à mon avis, c'est mon avis, je vous le partage, à mon avis, c'est parce qu'on veut tous d'une mère, mais pas d'un père. On veut tous d'une mère, mais pas d'un père. On veut d'une sécurité sociale. On veut la garantie de l'emploi. On veut d'un État qui s'occupe de nous, qui nous donne des allocations, qui nous protège, qui nous coucoude, qui nous nourrisse. On veut d'une mère. On veut une mère. On veut que nos dirigeants politiques soient des mères. Mais on ne veut pas qu'ils soient des pères. Je ne connais pas, à mon avis, je ne connais pas d'homme politique qui incarne le rôle de père. Je n'en connais pas. Il y en a qui font les pierres à bras, qui disent « Ouais, mais moi, vous allez voir, si je suis élu, moi, la délinquance, ça va filer, tout ça. » C'est du pipeau, tout ça. C'est du pipeau parce que ça, c'est pas la loi du père. La loi du père, vous savez ce que c'est? Je parie que vous ne savez pas. J'ai gagné. Et personne n'a répondu. Donc, vous mettez tous 10 €, là. Alors, c'est quoi la loi du père? Non, c'est justement pas l'autorité. Et c'est là où on se trompe. C'est pas l'autorité, la loi du père. La loi du père, c'est la loi de la vie, hein, c'est cause-conséquence. Tu mets la main sur le feu, ça brûle. Tu mets la main dans l'eau, ça mouille. C'est la loi du père. La loi du père, on vous rappelle dans la Bible et puis dans les écrits, que en fait, le père, il vous laisse le libre arbitre. Le libre arbitre. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui. Vous pouvez expérimenter ça, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez sauter par la fenêtre du 2e étage? Oui, oui, vous pouvez. Essayez, vous pouvez. Vous avez le libre arbitre. Sauf que vous savez, ça va vous faire mal. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça, c'est la loi du père. Eh bien, est-ce que vous connaissez un homme politique qui vous dit telle cause, telle conséquence? Ah non. Ils vous disent tous, faites pas ci, faites pas ça, gna 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 gna. Ça, c'est la mère qui dit ça. La mère, quand elle voit une bougie allumée, elle dit, touche pas ça, elle enlève la bougie, elle enlève les allumettes. Ça, c'est la mère. Et elle met, si tu touches la bougie, tu seras puni. Pas de dessert. Bon, ça, c'est la loi de la mère. Elle protège. Elle protège contre un enfant inconscient. Oui ou non? La mère, elle fait ça. Ou alors, c'est pas une bonne mère. Si elle laisse la bougie avec le feu, c'est pas une bonne mère. Un enfant de 3 ans, il va se brûler, mais ouais, c'est évident. La mère, elle protège contre l'enfant inconscient. Le père, il l'éduque. Il le responsabilise, il lui apprend les lois de la vie, le père. Et ça, normalement, bon, on commence à l'éducation nationale, mais l'apprentissage se fait par l'erreur aussi. C'est-à-dire, le père ne punit pas quand il y a une erreur. Il est dans l'apprentissage, il dit, là, tu vois, ce que tu as fait là, ça a entraîné telle conséquence. Donc maintenant, tu répares.
Et puis tu ne referas plus ça. Errare humanum est, persévérer diabolicum. Bon, c'est quand même connu depuis le latin. J'aime bien faire un peu de latin. Ça, c'est la loi du Père. Eh bien, je regrette, moi je regrette personnellement, je ne vois pas d'homme politique ou de femme politique qui incarne cet aspect-là. C'est pas vraiment ça. Parce que les gens préfèrent, je vais vous dire pourquoi, parce que les gens préfèrent être coucounés, et les hommes politiques préfèrent les coucouner, parce que comme ça, voilà, parce que comme ça vous maintient dans un état d'enfant immature. Ne dépassez pas le 30. Là, ralentissez, il y a un tas de cul, etc., etc. Ça, on vous considère comme des gens immatures. Et ça permet aux politiques de guider le troupeau. Mais l'humain est en train de changer, quand même. Les gens commencent à en avoir marre de traiter de gamins. Ça monte en puissance depuis justement les années 60. Et petit à petit, c'est un changement de conscience. On va vers la loi du Père de plus en plus. Bon, il faut que je m'arrête de parler.